bienvenue pour cette deuxième séance. Après nous être intéressés à la survie dans le monde animal, nous allons réfléchir plus largement à l'humain, d'une certaine manière, à notre propre survie en tant qu'individu, mais aussi en tant que... Le micro, il est... Voilà. En tant qu'individu et en tant que société, pour se projeter aussi sur qu'est-ce que ça veut dire que la survie. Il nous a semblé pertinent de faire intervenir des mondes de l'imaginaire et notamment la science-fiction comme un espèce de lieu d'expérimentation, de réflexion sur ce que c'est que la survie. Et pour cela, il nous semblait difficile de trouver quelqu'un de mieux désigné que Marc Atala, que nous avons le plaisir d'accueillir ce soir, qui a une formation en physique à l'EPFL et en lettres à l'Université de Lausanne, mais qui est aussi surtout connu pour sa direction depuis 2011, je crois, de la Maison d'ailleurs, le musée de la science-fiction, qui est je vais dire, un élément majeur du paysage muséal en Suisse romande, mais en tout cas en ce qui concerne la science-fiction au niveau mondial, il faut le dire. C'est une première institution historique par rapport à ça. Et donc, il va nous parler de ces enjeux de la survie au travers du miroir de la science-fiction. De multiples manières, ça traverse ce champ-là. Je signale encore aussi qu'à l'heure actuelle, l'exposition qui a lieu, Pop Art, Mon Amour, qui parle des mangas et de la science-fiction, vous avez encore un peu plus d'un mois pour la visiter. Et j'ai eu la chance de le faire, et donc je vous invite parce qu'elle est vraiment très intéressante et elle dit des choses aussi sur les fins du monde ou les fins du monde d'éviter potentiel à travers notamment cette littérature. Sans plus attendre, je vous laisse la parole et je leur remercie d'être venus ici ce soir partager cette vision de la science-fiction de la survie. Merci. Merci Olivier. Voilà, bonsoir à tous. Je vais effectivement vous parler de science-fiction. En l'occurrence, je n'aime pas trop parler avec un micro, mais je trouve que je n'ai pas le choix. On va essayer sans micro. Est-ce que vous m'entendez? Non, oui. Voilà. Ah, voilà. Bon, je vais parler avec un micro, mais je trouve ça difficile. Étonnamment, quand on parle de science-fiction, on a tendance à penser qu'on va parler du futur, qu'on va parler de représentation imaginaire, de vers quoi on pourrait tendre, en tout cas des écueils qui pourraient se dresser sur notre route. Et en règle générale, j'ai plutôt une manière de considérer la science-fiction, et je vais essayer d'en parler un petit peu avec vous ce soir, non pas tant comme une sorte de route tracée devant nous pour nous dire attention, faites pas ceci ou faites pas cela, mais plutôt une manière de réfléchir ou de mettre en scène quelque chose qui est de l'ordre de notre présent humain, des catastrophes qui sont déjà là et pas celles qui nous attendent éventuellement dans quelques années, voire plus. Autrement dit, il y a une chose que je ne vais pas vous dire ce soir, c'est de considérer la science-fiction comme une sorte de récit d'avertissement. C'est comme si on nous disait attention, voilà ce qui vous attend. Vous connaissez sûrement cette espèce d'ironie qui qualifie les fables de Perrault. Quand Perrault raconte le petit chaperon rouge, il dit soit vous savez ce que c'est, soit vous ne savez pas ce qu'est un loup, et donc vous allez vous faire avoir un jour ou l'autre, soit vous savez ce qu'est un loup, et c'est déjà trop tard, vous êtes déjà fait avoir. Et donc il est impossible d'avoir une sorte d'avertissement de ce qui va arriver. C'est un peu la même chose pour la science-fiction. Je vais essayer de traiter quelques films, je vais plutôt m'appuyer sur les films, parce que potentiellement il y a plus de chances que vous ayez vu certains de ces films, et puis aussi c'est peut-être un peu plus simple de convoquer un scénario qui tient sur 2 heures plutôt que sur un roman qui peut prendre 300 ou 400 pages. Toute cette science-fiction qui parle des catastrophes, on l'appelle en règle générale le post-apocalyptique, et je vais partir avec vous, si vous le voulez bien, sur une définition assez rapide, mais peut-être un petit peu étonnante. J'ai pas beaucoup de slides avec du texte. Bon, il y en a une. L'idée du post-apocalyptique, on appelle ça comme ça parce qu'il se passe évidemment après une catastrophe. C'est un des courants majeurs de la science-fiction. Il y en a plusieurs, il y a des voyages dans l'espace, dans le temps, il y a des robots, et des trucs comme ça. Mais le post-apocalyptique, c'est quelque chose qui a passablement marqué les esprits, en tout cas à partir des années 1950. Il y a un peu moins auparavant, quelques-uns quand même, mais qui sont moins connus, pour une raison évidente. Déjà, peu de gens lisaient de la science-fiction. Déjà, peu de gens lisent de la science-fiction entre 1950 et 1980. Il faut attendre les grands blockbusters hollywoodiens, Star Wars en particulier, pour commencer à disséminer le genre dans les lectures, on va dire, et dans les librairies. Aujourd'hui, c'est un peu différent avec le jeu vidéo et les films. Tout le monde en voit, tout le monde en consomme. Peut-être pas grand monde en lit, en tout cas quand on voit les chiffres de vente dans le domaine francophone, il faut croire que peu de gens en lisent, ce qui est à mon avis un tort.
peu de chance que je disais quelque chose d'autre que ça. Et l'idée donc de ce post-apocalyptique, c'est qu'en fait, et on va partir de cette définition minimale, il va raconter, soit par le biais d'illustrations, d'images, soit par le biais de textes, il va raconter les conséquences sur la société et sur l'humain d'une catastrophe, qu'elle soit naturelle ou artificielle. On avait vu le film le jour d'après, The Day After Tomorrow, qui est sorti il y a quelques années, qui va raconter les conséquences sur l'humain et sur la société nord-américaine d'une catastrophe, en l'occurrence qui est liée directement dans le film au réchauffement climatique. Sauf que dans la science-fiction, on n'a pas besoin d'avoir un film de science-fiction pour nous parler de ça, finalement, on voit assez dans les médias ce genre de simulation. On va traiter la catastrophe de manière un peu particulière, et c'est là-dessus que je vais insister ce soir. On va traiter la catastrophe comme une métaphore. Alors vous rappelez tous ce qu'est une métaphore, puisque ça peut rappeler des mauvais souvenirs d'école. Mais on va partir d'une définition un peu plus extensive de la métaphore, qui est une définition qui a été donnée dans les années 70 par un théoricien qui s'appelle Paul Ricoeur, et qui dit comment vous faites pour décrire la passion amoureuse sans utiliser de métaphore. Comment vous exprimez ce que vous ressentez quand vous êtes amoureux sans les métaphores. Pourquoi est-ce que la flamme qui vous consume est meilleure comme expression, comme description que, par exemple, je ne sais pas, des phéromones ou qu'un déclenchement de trucs bizarres dans le cerveau? Parce que, dit Ricoeur, la métaphore, c'est une image qui vient dire quelque chose qu'on ne pourrait pas dire. Parce qu'elle vient dire, elle vient exprimer, elle vient décrire une expérience humaine. Alors la flamme qui nous consume, on n'a jamais été consumé par une flamme, elle vient dire quelque chose de beaucoup plus profond sur l'expérience amoureuse que finalement sa simple description anatomique, par exemple. C'est ça un peu l'idée de la métaphore. Il définit la métaphore, donc Ricoeur définit la métaphore comme étant une image, une figure, ce qu'il appelle un trope, qui peut soit décrire le monde, quelque chose du monde, soit redécrire. C'est ce qui fait qu'on avance. Il y a des métaphores qui évoluent avec le temps. Aujourd'hui, peut-être que la flamme qui vous consume, c'est un peu has-been comme métaphore, il y a peut-être d'autres trucs. Non, mais il y a les images, elles évoluent avec le temps. Elles évoluent avec le temps et à chaque fois, elles permettent une redescription particulière. Dans la science-fiction, c'est une littérature qui est essentiellement métaphorique. Mais métaphorique dans ce sens-là. C'est-à-dire que dans le post-apocalyptique, on va le voir, la métaphore de la catastrophe, ou si la catastrophe est une métaphore, c'est qu'elle dit quelque chose, elle décrit quelque chose qui est facile à décrire avec une image, mais qui serait difficile à décrire autrement. Autrement dit, une catastrophe climatique dans la science-fiction, ce n'est pas une catastrophe climatique comme dans un documentaire d'Al Gore. C'est quelque chose de différent, ça décrit autre chose. Et c'est pour ça que dans la deuxième partie du slide, je parle de la science-fiction, non pas tant ou du post-apocalyptique comme une manière de nous parler du futur. Ça serait absurde de lire un roman pour savoir de quoi le futur sera fait. Absurde. C'est comme essayer de se repérer à Paris en lisant La condition humaine de Balzac. Autant prendre une carte, ça va plus vite. Donc finalement, ça serait absurde de lire la science-fiction ainsi. Et c'est pour ça qu'on parle aujourd'hui de technique narrative, c'est-à-dire une manière de raconter des histoires. La question c'est quelles histoires? Une manière de raconter des histoires qui est ironique. Ironique dans le sens où elle fait semblant de nous parler du futur, elle fait semblant de se situer dans le futur, mais finalement, ce qu'elle vise, c'est quelque chose d'autre, puisqu'on la regarde tout le temps dans le présent. Et c'est ce quelque chose qu'elle révèle, c'est cette espèce de quelque chose qui est pointé par ces récits qu'on va observer aujourd'hui avec quelques vagues. En l'occurrence, au XXe siècle, la métaphore de la catastrophe, ou plutôt la catastrophe métaphorique telle qu'elle a été utilisée dans la science-fiction, elle a pris 5 grandes catégories. Je les ai mises ici. La vague atomique, toutes les catastrophes de guerre nucléaire, principalement depuis les années 50 jusqu'aux années 80. Évidemment, après, avec la disparition du bloc communiste, cette peur se diminue. Même avec Fukushima, vous n'avez pas une explosion des romans, sans mauvais jeu de mots, une explosion des romans sur l'atomique. L'atomique semble être quelque chose de maîtrisé. Vous avez la vague écologique qui démarre dans les années 70 principalement, robotique, années 20, bizarrement, mais ça commence très tôt, cette idée d'invasion des robots ou de l'humanité par les robots. Une vague qui serait plutôt biologique, via une manipulation génétique, qui commence évidemment dans les années 90, principalement suite au clonage de Dolly, la brebis. Et puis une autre catastrophe qui est étonnante parce qu'elle ne se montre pas forcément comme telle, mais on finira là-dessus aujourd'hui, qui serait la catastrophe numérique. Et ces 5 grandes vagues, je me suis dit, tiens, vous remettre un peu quelques titres en tête, parce que je trouve ça intéressant de pouvoir traiter cette question de la métaphore et de voir ce qui est visé. Commençons par la vague atomique. Alors bon, il y a des chefs-d'œuvre comme Mad Max,
Enfin, c'est pas un chef-d'œuvre, mais ça a marqué une génération. Vous remarquez comme la planète des singes, la planète des singes de 1968, plus personne ne ferait une affiche comme ça aujourd'hui. Pourquoi? Parce que ça vous montre la dernière séquence du film. Autrement dit, on a compris que ce qui était détruit dans le film, c'est la Terre, alors que tout le scénario nous fait croire qu'on est sur une autre planète. Absurde. Bon, voilà, ça marchait bien dans les années 68, c'est la même année que Kubrick. Et puis un film que pas grand monde a vu, que je vous conseille, qui est absolument incroyable, qui s'appelle Boy's Dog, qui est adapté d'une nouvelle. Alors en quoi cette vague atomique, qu'est-ce que cette vague atomique dit? Évidemment, la planète des singes que tout le monde connaît nous parle du fait de l'explosion de la planète Terre, Mad Max de la disparition des ressources suite à une catastrophe atomique, mais je voulais plutôt me centrer sur A Boy and His Dog, premier film dans lequel apparaît Don Johnson, pour les plus âgés, Miami Vice. Son premier film, qui nous raconte la Terre suite à une catastrophe nucléaire, qui figure relativement bien sur l'affiche du film. Et on a un individu qui se promène avec son chien suite aux radiations nucléaires, parle. C'est assez ridicule comme ça, mais il parle. Et ce qui est passé, c'est que bon, il se passe pas mal de choses, je ne vais pas vous raconter le film en détail parce que j'ai pas beaucoup de temps, mais en substance, il découvre une espèce de monde souterrain qui est une sorte d'utopie régressive où les gens essaient de vivre comme au temps des années 60, quand le film a été réalisé. Donc il retrouve la société des années 60 qui évoque pour le spectateur du film sa propre société. Dans cette société, c'est la catastrophe, il est exploité, il y a des questions de pénurie qui apparaissent, en particulier des pénuries d'hommes, il n'y a plus assez d'hommes, donc en fait les hommes sont traités comme des vaches à lait. Je décrypterai pas la métaphore. Mais vous voyez ce que je veux dire. Et le personnage principal, donc Don Johnson, arrive à sortir de cette espèce d'utopie régressive où tout le monde est masqué. Et l'idée de masquer, de grimer tous les personnages fait penser à un des grands auteurs des années 60 qui est Philippe Cadic, qui disait que la société vivait dans une simulation et que cette simulation faisait que tout le monde avait un masque sur lui et qu'il était difficile de percevoir ce qu'il y avait derrière. Moi, c'est un peu le propos du film Blade Runner. Et quand ils sortent, finalement, ils sortent de cette espèce d'endroit d'utopie régressive. Et là, il sort avec une femme plutôt charmante, comme ça. Il a son chien, sa femme, et il se rend compte qu'il a faim et il mange la femme. C'est assez immoral comme film, on ne pourrait plus faire ça aujourd'hui. Et en même temps, cette espèce de force critique, parce que ça nous fait rire, mais ça nous fait rire relativement jaune quand on est dans le film, va plutôt montrer que cette catastrophe atomique, qui va finalement humaniser le chien, mais en même temps déshumaniser l'humain, et on comprend que cette déshumanisation de l'humain, elle provient du fait que dans le monde des années 60 représenté dans le film, l'être humain n'est plus qu'un masque, et ne cherche plus qu'à se percevoir comme un animal, d'où l'importance de la vache à lait, et qui fait que finalement, l'homme est un loup pour l'homme, le personnage principal dévore la femme, l'humain dévore l'humain, et ne dévore pas tellement les animaux. On retrouve cette idée que derrière la catastrophe atomique, sa symbolique anthropologique, ce qu'elle dit à l'humain, c'est cette capacité de l'humain de se dévorer lui-même. C'est pas tellement le fait de détruire ceci ou cela, c'est cette espèce de capacité de se dévorer. Le film nous parle de ça, et pas tellement de la bombe atomique qui est en arrière-fond et qui vient faire une sorte de résonance, si vous voulez. C'est comme si l'image, elle résonnait à la capacité humaine de tout détruire, correspond la capacité humaine de se manger lui-même, et soudainement la bombe devient une métaphore quasiment de la nourriture que l'homme représente pour lui-même. Vague écologique, qui arrive un peu plus tard. Le film le plus connu, c'est le jour d'après, peut-être parce qu'une équipe de l'EPFL s'est amusée à dire je vais prendre un récit de science-fiction pour voir si c'est possible. La réponse était non, c'est pas possible. Étonnant. Et un film que peut-être certains d'entre vous ont vu, qui s'appelle Soylent Green, qui a été bizarrement traduit en français par Soleil Vert, alors que Soleil était plutôt pensé au soja, mais de toute façon. Et puis Wall-E, qui ont eu le mérite de ne pas le traduire autrement que Wall-E. Je voulais justement m'arrêter sur Soleil Vert, enfin Soylent Green, parce que c'est un film intéressant que peut-être certains d'entre vous ont vu, et c'est un film qui est assez mauvais, mais qui reste, malgré le temps, comme une sorte de référence que je suis toujours surpris de voir le nombre de gens qui ont vu ce film, qui montre aussi dans une perspective d'une catastrophe, cette fois-ci liée à l'écologie. On est au début, dans les années 70, on est au début de la première vague écologique, avec les théories sur la Terre comme Gaïa, comme organisme vivant, la pollution qui explose, la surpopulation qui commence à faire peur, enfin vous connaissez tout ça. Et dans ce film-là, qui est dans un monde surpeuplé, et tout le monde en fait habite ou
dort les uns sur les autres. La nouvelle à partir duquel le film a été adapté s'appelle Make Room, hein, au crayon de la place. Et comme il y a trop d'humains et que le monde est pollué, on produit en fait des espèces de petites tablettes vertes, qui est le soja vert, le Soylent Green, qui sont offertes gratuitement à la population, alors que les autres Soylent, les rouges et les jaunes, doivent être payés. Les gens mangent donc ce Soylent Green, et Charlton Heston, dans ses heures de gloire, qui fait une sorte d'enquêteur à son compte, découvre à la fin du film, je suis obligé de vous spoiler les films, hein, ça c'est un fait, mais bon, on va faire autrement, découvre à la fin du film qu'en fait ce soja vert, ce Soylent Green est en fait créé à partir d'une récupération, d'un recyclage des êtres humains qui à partir de 60 ans sont en fait, passent à la moulinette, de nouveau c'est en métaphore, et produisent cette espèce de substance qui est offerte gratuitement. Vous voyez, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'est pas dans le même paradigme. D'un côté c'est l'atomique, avec un Boy and His Dog, et de l'autre c'est l'écologique, avec Soylent Green, mais le propos reste le même, ou la peur qui est illustrée, ou la thématique illustrée est la même, c'est cette espèce de capacité de l'humain à se manger lui-même, hein, à se consommer lui-même, et c'est là où il se consume finalement. La catastrophe n'est qu'une toile de fond qui montre que les tendances destructrices qu'on peut entendre ou qu'on peut percevoir dans le monde empirique, en fait, ne sont que des échos, que des révélateurs d'une tendance destructrice qui, elle, est plutôt de nature anthropologique, elle touche plutôt l'être humain. Hein, l'être humain se mange littéralement. Et pour ceux qui ont vu le film savent que c'est encore des films de science-fiction où ça pouvait mal finir, puisqu'à la fin, le personnage principal essaye de clamer haut et fort à quel point on est en train de manger des humains, et il est embarqué par des sortes de psys sur une sorte de brancard, et on voit juste sa main comme ça qui essaie de dire mais arrêtez, arrêtez, et le film s'arrête comme ça, le spectateur est un peu choqué, tout comme dans Boy and His Dog où le film s'arrête quand on se rend compte qu'il a mangé la femme et pas le chien. Aujourd'hui dans les films de science-fiction, gros budget oblige, vous ne pouvez plus finir un film comme ça, vous êtes obligé de satisfaire le spectateur, de faire sortir un peu ce qu'on appelle la catharsis, il faut qu'on soit content et puis ça finit bien, et puis quand ça finit mal, ça finit pas vraiment mal, ou alors il y a un numéro 2 qui est prévu. Une vague qui est aussi pas mal à la mode aujourd'hui, c'est la vague robotique. Alors évidemment, je prends Terminator parce que la plupart des gens parlent de Terminator comme un cyborg, ce qui est absurde. Terminator est un robot, hein, il n'y a rien d'humain sur ce personnage, à part le vrai acteur, mais voilà. Matrix aussi, qui fait penser à cette vague robotique, mais j'aimerais m'arrêter sur un film qui, à mon avis, fait partie des 5 chefs-d'œuvre de la science-fiction du XXIe siècle. Vous allez dire que c'est facile, ça fait que 17 ans que ça a commencé. Mais qui est Ex Machina. Et je ne sais pas si quelqu'un a vu Ex Machina, mais on voit bien comment la catastrophe robotique est utilisée. Donc, vous savez, l'idée du robot, c'est simple. Hein. L'être humain crée des machines. Ces machines, donc dans la vraie vie, ces machines, paraît-il, un jour, paraît-il, vont se rebeller contre nous, paraît-il. Donc, il faut faire gaffe avec les Google, etc. Il ne faut pas donner trop d'intelligence aux machines parce qu'elles risquent de se révolter. Vous voyez, c'est comme si votre bancomat ne vous donne plus l'argent. C'est un robot, il dit non, bah non, aujourd'hui tu n'auras pas. Voilà. Ou votre robot Roomba dit bah non, aujourd'hui c'est pas la seule que je vais laver. Bon, alors ça c'est un peu la métaphore, et si vous discutez avec les roboticiens des PFL, ils disent on en a marre, à chaque fois qu'on invente un nouveau robot, la première question que les médias nous posent c'est en gros, est-ce que vous êtes sûr qu'il ne va pas se rebeller contre vous? Alors que jusqu'à preuve du contraire, aucun robot ne s'est jamais rebellé contre l'humanité. Ça n'est jamais arrivé. Alors, les Japonais, qui n'ont pas trop peur des robots, parce que comme c'est pas une tradition, enfin pour le Japon, comme on n'est pas dans une tradition ni judéo-chrétienne, puis il n'y a pas eu Frankenstein, ils font des robots, comme ça, que vous avez peut-être vu sur YouTube, qui disent un peu nous allons tuer l'humanité. Il n'y a que les Européens qui ont peur, parce que ce sont évidemment des films qui sont faits pour faire peur aux Européens. Les Japonais se marrent et les mettent dans les restaurants et dans les supermarchés. Pour revenir à Ex Machina, quand le film sort, d'ailleurs je partais au Japon quand j'ai vu ça sur un tout petit écran, les avions, on est en plein dans cette question du robot. Une figure créée il y a longtemps, en 1920, hein, le mot robot a été utilisé pour la première fois dans une pièce de théâtre en 1921, quand elle a été jouée, qui veut dire en fait en slovaque l'esclave, hein, le prolétaire. Ça c'est la meilleure manière de traduire le mot. C'est pas un mot qui veut dire la machine ou que sais-je, c'est vraiment le prolétaire, hein, celui qui est instrumentalisé ou à travers le travail, qui serait aliéné par le travail si on reprenait les mots de Marx. Et donc, en fait, il y a une vieille histoire dans la science-fiction qui a bientôt 100 ans aujourd'hui. Et ce film-là joue avec ça. Donc, on voit un film, faisons simple, complexe, laboratoire, au milieu de nulle part, un type qui est méga riche, qui a une espèce de domaine gigantesque.
Ce type, il a un peu une barbe comme ça, il vit tout seul, reclus dans cette espèce de forteresse, et il crée un robot. Lui, enfin elle. Et ce robot, pour être sûr que ce robot est intelligent, il fait venir un jeune garçon qui ressemble beaucoup au patron de Facebook, c'est-à-dire 19 ans, enfin le look 19 ans, un peu geek, pas mal geek comme ça, qui est assez intelligent mais en même temps complètement introverti, ça va souvent de pair, et qui doit en fait évaluer dans quelle mesure ce robot passe ce qu'on appelle le test de Turing. Autrement dit, est-ce qu'il est capable de faire semblant, est-ce qu'on peut se confondre ce robot avec un humain? Et tout le film nous montre ce robot dont les protagonistes masculins, il y en a deux, tournent autour, essaient de comprendre si elle est intelligente, pas intelligente, si elle est humaine, pas humaine, commence évidemment, comme on peut l'imaginer, parce que c'est pas non plus n'importe qui qu'ils ont pris pour jouer le truc. Ils vont tomber amoureux de ce robot, en particulier le jeune patron de Facebook qui n'est pas vraiment... qui tombe amoureux comme ça, un peu transi, et qui veut absolument, évidemment, avoir un rapport sexuel avec elle. Et le film passe son temps à fermer des portes, à ouvrir des portes, etc. À la fin du film, ce robot ouvre une pièce, et dans cette pièce, il se rend compte que dans des armoires, il y a plein de robots morts, en fait. Enfin, morts. Dysfonctionnels, quoi. Éteints. Là, elle commence à se dire, bon, là, ça va mal se passer pour moi. Hein. Type, s'il y en a 12 comme moi avant, il y a peut-être la 13e, c'est moi. Donc, elle met en place plein de stratégies pour tuer les humains ou les enfermer puis sortir. Et nous, on se dit, c'est quand même salaud, ces robots. Hein. Ils ont raison, les gens, de nous dire qu'ils vont se rebeller contre nous. Sauf que, métaphore, on a oublié quelque chose. On a oublié que dans un lieu clos, avec un type qui a une barbe, une pièce close où il y a des femmes mortes dedans, ça fait penser au conte de Barbe Bleue. Et même étrangement au conte de Barbe Bleue. Et le conte de Barbe Bleue a deux sens. C'est toujours le problème avec ces contes, c'est qu'il y a toujours deux sens. Il y a le sens pour les jeunes femmes. Type, si tu trompes ton mari, tu vas crever. C'est le sens de base de Barbe Bleue. La jeune fille qui prend la clé a du sang dessus. Qu'est-ce que ça veut dire? Son mari rentre, il voit qu'il y a du sang sur la clé, il tue la femme. Donc toutes les femmes qui sont dans l'armoire, elles ont été tuées. Parce qu'elles ont toutes trompé leur mari. Mais l'autre sens, c'est évidemment l'idée d'instrumentalisation sexuelle. Autrement dit, pourquoi le mari a le pouvoir sur sa femme, puisqu'elle n'a pas le droit de tromper, alors que lui part en voyage tout le temps et on ne sait pas ce qu'il y fait. Et c'est ce double sens à l'apéro qu'on a souvent dans les contes. Ex Machina reprend cette idée. Il dit, est-ce qu'il y a une meilleure image pour parler de l'instrumentalisation sexuelle de la femme que celle du robot? Autrement dit, une machine, qui est par ailleurs belle, hein, ils ont pris une mise, je ne sais plus quoi, pour faire le film, qui est réduite à des fonctionnalités, donc elle doit prouver des fonctionnalités, puisque c'est un robot. Est-ce qu'il y a une meilleure image aujourd'hui pour parler de cette instrumentalisation que le robot? Si je réduis une femme, ça me semble le propos, d'où le fait qu'il y a le Deus qui a disparu, hein. Si je construis une femme pour qu'elle soit un robot, c'est-à-dire pour qu'elle soit à ma disposition, à mon service, et à mes envies, liées à mes envies sexuelles, est-ce que je ne fais pas autre chose que de la robotiser? Et le réalisateur remotive un vieux film des années 70 qui s'appelle Stepford Wives, où les femmes étaient remplacées par des robots, et quand les hommes, très contents que leurs femmes soient toutes des robots, se rendent compte, enfin, elles étaient parfaites, non, toutes ces femmes étaient parfaites, c'est quand même les types au moment, c'est bizarre que ma femme soit si parfaite. Il leur faut du temps, bon, c'est des garçons, hein, c'est quand même bizarre. Et en fait, ils se rendent compte qu'en fait, ces femmes ont été entièrement remplacées par des robots, et le film s'arrête comme ça. Ex Machina, c'est ça. Voilà, ma femme, hein, la femme devient une pure fonction, une fonction libidinale, comme ça. Et elle, évidemment, ça la bête un peu, ce qui est relativement compréhensible. Donc, ce qu'elle fait, c'est qu'elle essaie de mettre les hommes hors de portée, et quand elle sort du laboratoire, ceux qui ont vu le film le savent, elle remet de la peau sur elle, elle redevient une femme, au sens plein du terme, charnel du terme, hein, elle n'est plus une fonction au service de l'homme, mais elle devient en fait une femme à part entière. Autrement dit, Ex Machina nous montre que la catastrophe robotique, l'idée même, dans ce film-là, l'idée même que le robot pourrait prendre le pas sur l'humanité, doit être renversée, parce que ce qui est en train de se passer dans Ex Machina, c'est que la métaphore, c'est que la vraie catastrophe robotique, c'est la tendance de l'humain à robotiser l'humain, hein, c'est-à-dire à le rendre comme une fonction, à l'instrumentaliser. Tiens, bizarre, ce film qui semble nous parler des robots, nous parle beaucoup plus de nous-mêmes, comme on l'a vu dans les deux films précédents. Je ne vais pas le faire long sur la planète des singes. Je suis une légende. Mauvais film, mais oui, c'est. Et 28 jours plus tard. Parce que j'aimerais juste arriver, et j'ai déjà bientôt dépassé le temps qui m'était imparti, à la dernière catastrophe que je trouve intéressante, parce que c'est celle qu'on voit apparaître depuis quelques années au cinéma, sans vraiment s'en rendre compte. Et
Bon, on passe le texte. C'est la catastrophe numérique. Ça me permet de terminer sur quelque chose d'assez étonnant. Quand vous voyez Transcendance, c'est un film incroyable, Johnny Depp multiplié à l'infini sur les écrans, ou Avatar, j'ai pris exprès l'image d'Avatar 2 parce qu'elle fait la jonction avec la fin d'Avatar 1. Il apparaît dans les films depuis une quinzaine d'années des phénomènes assez étonnants. Je vais commencer ces phénomènes avec la planète des singes. Peut-être que quelqu'un a vu les origines, quel reboot en fait. Ça explique ce qui s'est passé avant le film de 68. Il faut l'adapter un peu si vous voulez. En gros, vous avez des singes tout jolis qui se font avoir par des humains plutôt véreux. Parce que les humains vont expérimenter sur ces singes tout jolis des médicaments, qui est un médicament qui permettrait de guérir la maladie d'Alzheimer, de laquelle est atteint le père du personnage principal. Alors on essaie de guérir Alzheimer, alors pour ça on va tester des médicaments sur les singes pour construire le réseau neuronal. Alors ces singes, le problème c'est que ça ne marche pas tout le temps. Alors, évidemment, il y a certains de ces singes qui y passent. Mais comme ils sont tout jolis, ces petits singes, le spectateur il a plutôt un peu pitié. Il dit quand même, on n'est pas sympa avec les singes. Il s'avère qu'à la fin du film, bon alors il y a plein de trucs qui se passent, etc. À la fin du film, quand les singes, on se rend compte que le médicament ne guérit pas Alzheimer. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il permet aux singes de devenir intelligents, mais il tue les humains. Pas de bol. Donc, avant-dernière séquence du film, il y a une sorte de générique de fin, et on voit en fait le virus se propager sur la Terre, et on comprend qu'en fait, l'humanité va être décimée non plus par la bombe atomique, comme on l'avait dans le premier film, mais par ce médicament virus qui commence en fait à contaminer l'espèce humaine et à la tuer. Et on est bizarrement content. On est content parce que tout le film a construit l'idée que ceux qui sont sympas, ce sont des singes. Et puis que les salauds, ce sont des humains. Bon, on n'a pas attendu ce film pour le savoir, mais il s'avère que dans ce film, on le montre. Ce qu'on a oublié, c'est que ce n'est pas des singes. Ce que le spectateur va aimer ou apprécier, ou ce avec quoi il va créer une relation d'empathie, la fiction fonctionne sur le mode de l'empathie, ce sont des images numériques. Ce singe-là est joué par Andy Serkis. Andy Serkis, c'est le même type qui joue Gollum dans Le Seigneur des Anneaux. C'est un acteur physique qui a des capteurs sur lui, et puis qui est transformé dans un singe numérique. Autrement dit, ce que le spectateur va aimer quasiment, en tout cas va chercher à protéger et va se réjouir quand cette protection va rester, ce sont des images numériques. On ne fait pas très attention à ça parce que bon, on se dit ah ce sont des singes, mais fondamentalement ce sont des images numériques. Et quand l'humanité disparaît, on retrouve une idée qui est très proche d'Avatar. Rappelez-vous Avatar, qui est à mon avis un film révolutionnaire parce que très 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 dangereux. C'est Cameron qui fait ce film-là. Cameron c'est Terminator, c'est tout ce qui est un peu avec des technologies qui ont des trucs, des pistons, c'est dangereux. C'est pas pour rien que Cameron fait Titanic. Vous voyez, tout ce qui est technologique est dangereux. Alors c'est bien Titanic, le sommet de la technologie qui s'effondre. C'est très important dans la logique de Cameron. On ne peut pas faire Terminator et Titanic sans qu'il y ait un lien, c'est pas possible. Le truc, c'est tout ce qui est technologique est dangereux. Dans Avatar, les humains vont sur une planète, voilà, avec des espèces de petites créatures toutes bleues, et ils vont puiser des ressources. Et un des personnages, enfin le héros, qui s'appelle Jake Sully, qui est représenté ici à gauche, paraplégique, qui en plus remplace son frère jumeau décédé, donc pas très bon choisi pour lui-même, disons, peut s'incarner dans ses poupées et vivre quelque chose d'assez particulier puisqu'il peut remarcher. Bon, plein de choses se passent, les humains sont des salauds, les navis c'est des extraterrestres, sont des gentils. Et puis, à la fin du film, il décide de quitter son corps humain. Alors, dernière séquence du film, une sorte d'arbre magique comme ça, et tous les navis se connectent, ils ont des espèces de trucs qui peuvent se connecter. Ils se connectent à cet arbre, ils bougent comme ça, en faisant des chants un peu tribaux, comme ça, voilà. Et des espèces de petits trucs bizarres, un peu comme des pissenlits, des trucs qui bougent, permettent à Jake Sully de quitter son corps humain pour s'incarner complètement dans un extraterrestre. Et hop, l'extraterrestre se réveille, le corps est mort. Le corps humain est mort. Et on est content aussi, parce qu'on dit quand même, ces humains c'est des salauds, ils vont exploiter ces pauvres Indiens d'Amérique du Nord, ces pauvres extraterrestres. Or le film, métaphore numérique, le film ne parle pas du tout des Indiens ou de Pocahontas, etc. Ça c'est la toile de fond. C'est une manière de faire accepter le film pour le spectateur. Mais quand vous avez un film qui s'appelle Avatar, et qu'on sait que la plus grande industrie du divertissement au monde, c'est le jeu vidéo, c'est quand même bizarre de ne pas faire le lien. Qui plus est, quand tous ces mecs sont en image de synthèse, c'est l'argument promotionnel du film, tout est en image de synthèse, et puis qu'ils passent leur temps à se connecter.
ils se connectent à leur dragon, ils se connectent à un arc, ils se connectent entre eux pour faire du cybersex, pour avoir des relations sexuelles. C'est donc un film qui semble nous dire, surtout par celui qui a fait Terminator, que cette technologie prothétique, celle qui se voit un peu qui cliquette partout, ça c'est quelque chose qui est mauvais. Par contre, la technologie numérique, ce que les Américains appellent l'uploading aujourd'hui, cette capacité à s'interférer avec des réseaux informatiques, voire même à évoluer, puisque quand il quitte son corps humain, il devient une image numérique, il devient un avis, ça c'est quelque chose qui est valorisé positivement. C'est ce qu'on retrouve dans Transcendance. Le savant meurt, il est uploadé sur des réseaux informatiques, il devient tout puissant, il prend le réseau entier du monde, il cherche à créer une sorte d'utopie où tout le monde devient un peu son serviteur, et en fait on s'est rendu compte que tout ça il l'a fait pour se retrouver dans une utopie amoureuse avec sa femme, mais dans un réseau numérique. La dernière séquence de Transcendance, pour ceux qui ont vu ce film, il y a 2 plantes, il y a des petites gouttes qui tombent, ils sont dans une cage de Faraday, donc ils sont complètement isolés, et puis il y a des espèces d'ondes qui passent, et eux c'est ça, voilà, c'est leur utopie amoureuse. Ils vivent là-dedans, bon, c'est pas mal finalement. Autrement dit, ce qu'on voit apparaître, on voit aussi ça avec Zéro Théorème, pour ceux qui ont vu ce film, qui est le dernier film de la trilogie de Terry Gilliam, qui a commencé avec Brésil, et qui inspecte les 3 grands paradigmes de la fin du XXe siècle, la bureaucratie avec Brésil, la biologie avec l'armée des 12 singes, et le libéralisme économique avec Zéro Théorème, nous montre ce personnage qui là aussi, vous voyez, comme il est connecté, pour avoir une sorte de cybersex un peu absurde, et à la fin du film d'ailleurs, il ne vit plus que dans le monde du cybersex, mais sauf qu'il est tout seul, bien qu'on pense que quelqu'un peut peut-être arriver. Autrement dit, une des catastrophes qu'on ne voit pas forcément apparaître comme une catastrophe, parce qu'il n'y a pas de survivants qui sont tous poisseux, qui cherchent absolument à survivre, se trouve dans cette catastrophe numérique où la métaphore semble être quelque chose d'assez particulier, non plus l'être humain qui mange l'humain, non plus l'être humain qui instrumentalise l'humain, mais l'être humain qui veut absolument quitter son corps. Et si vous avez trouvé ça bien avant que je termine, puisqu'il me reste une slide, c'est le sujet de la prochaine exposition de la Maison d'Ailleurs, pub, qui commence le 21 mai 2017. Voilà, pas mal la traduction. Mais j'ai pas fini. C'est la disparition du corps, voilà. 2 films que j'aimerais, et je vais terminer là-dessus parce qu'ils sont un peu plus méta, j'ai envie de dire. On va finir sur un peu du chef-d'œuvre comme ça. Stalker, inspiré d'un roman de science-fiction qui s'appelle Pique-nique au bord du chemin. On ne lit pas malheureusement, mais il s'avère que Boris Strugatsky fait partie, et avec Tarkovsky, sur le plateau du tournage. Et Boris Strugatsky a écrit le roman. Et puis la route de McCarthy, là j'ai mis une image du roman. Pourquoi ce sont des... Je vous lance juste ça comme ça, parce que peut-être que ça peut être une clé de lecture intéressante. Stalker semble nous dire que, et c'est pour ça qu'il est méta, c'est qu'en fait l'être humain ne peut pas faire autrement que d'entrer dans des zones. Et dans ces zones, vous savez que dans le film, on ne sait pas, on sait pas trop, peut-être des extraterrestres ou autres, il y a des zones qui ont été créées qui sont dangereuses. Et l'être humain, au bout de cette zone, il y a une sorte de chambre qui s'appelle la chambre des désirs. Et le film parle non pas tellement des zones extraterrestres ou contaminées, alors évidemment on a fait le lien avec, a posteriori avec la catastrophe de Tchernobyl, surtout que Tarkovsky est mort la même année que Tchernobyl. Mais à la base, on montre cette tendance humaine à créer des zones dans lesquelles il voit sa propre image, ou ses propres désirs. Et c'est exactement ça le fonctionnement métaphorique de la science-fiction. Je crée des zones, je crée des survivants, parce que les survivants, finalement, c'est nous, au quotidien. Il n'y a pas besoin d'attendre une vague catastrophe pour être un survivant. On est déjà tout le temps en sursis ou des survivants. La route, c'est la même chose. La vraie catastrophe, c'est l'incapacité à parler, parce que vous avez beaucoup plus dans le roman que dans le film, et à créer du sens complètement factice. Je ne sais pas si vous avez lu le roman, qui est un roman absolument incroyable, bizarre, mais incroyable, où des personnages passent leur temps à se poser les mêmes questions. Est-ce que c'est nous les gentils? Oui, c'est vous les gentils. Ah, c'est nous les gentils, vous êtes sûr? Ah, c'est nous, tout le temps. Est-ce qu'on doit aller vers le sud? Oui, on va vers le sud. Pourquoi? Parce que c'est bien. T'es sûr qu'il faut aller vers le sud? Oui, il faut aller vers le sud. Ah, allons vers le sud. Enfin, c'est tout le temps comme ça paraît pas cool, mais c'est vachement bien. Et ça érode un peu nos défenses, et on se rend compte qu'en fait, la vraie catastrophe, ou un des sens les plus anthropologiques de la catastrophe, c'est de quoi parle-t-on si le monde est détruit? Et quand vous parlez de ce muret noir, mais c'est noir parce qu'il n'est pas blanc, pas rouge, pas jaune, pas vert, mais si le monde est uniformément détruit, s'il est uniformément gris, un petit peu comme la couverture du roman américain, de quoi est-ce qu'on parle? Et quand on parle, s'il n'y a plus d'animaux, plus de fleurs, plus de trucs, plus rien, on parle de quoi? Et c'est donc un film qui montre que la catastrophe la plus profonde peut-être de l'humain, c'est la capacité non pas à instrumentaliser l'autre, non pas à vouloir disparaître à soi,
mais c'est cette espèce de disparition du langage qui nous permet de ne plus donner du sens au monde. Tant qu'on est capable de créer du langage, tant qu'on est capable de créer des images, alors on peut se réfléchir dans les zones et donc se comprendre soi-même. Je terminerai avec un petit résumé avant de passer aux questions. L'idée, c'est que donc, dans le post-apocalyptique, cette espèce de vaste mouvement qui commence en tout cas des années 50, mais qui commence un peu plus tôt avec les catastrophes robotiques des années 1920, semble nous dire la chose suivante, ce qui est bizarre pour la science-fiction, que nous sommes déjà des survivants, nous sommes déjà dans des catastrophes, nous sommes déjà en train d'évoluer dans un monde qui est basé sur une destruction. Voilà. Cette destruction, dans les récits, elle est illustrée par des catastrophes qu'on comprend par le biais de la science. Atomique, biologique, robotique. Mais parce que la vraie catastrophe qui est visée, ou celle qui est visée par le récit, c'est plutôt cette espèce que j'ai mis là, c'est plutôt cette révélation, le fait qu'on est dans l'apocalypse, cette révélation de nos tendances, alors bien trop humaines, finalement nos tendances très humaines, à construire perpétuellement notre disparition. Et j'espère en tout cas qu'après ces quelques mots, et je suis désolé d'avoir dû parler vite, vous regarderez les films de science-fiction un petit peu différents, et je me réjouis de vous croiser à la Maison d'Ailleurs prochainement. Merci beaucoup.